Bonsoir à toutes ou bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez très bien malgré ce match encore une fois où les Verts n'ont pas réussi à gagner contre Angers, 3 buts partout à Geoffroy Guichard. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Mathis. Mathis, comment vas-tu? Bah ça va très bien, j'espère que tout le monde qui nous regarde aussi. Et puis bah déjà merci pour l'invitation, c'est sympa de faire une petite vidéo pour mettre les choses au clair. Ouais, c'est ça, l'objectif, ça va être un peu de mettre les choses au clair, de revenir sur ce match contre Angers. En plus, tu étais présent au stade, donc tu vas pouvoir avoir un avis différent du mien, parce que voilà, au stade, on voit d'autres choses qu'on ne voit pas à la télé et vice-versa, donc c'est toujours intéressant. Et puis, on va parler aussi de la situation actuelle du club, surtout depuis le rachat. Et puis le calendrier à venir, parce que mine de rien, la saison avance. Il reste 11 matchs et il va falloir réussir à prendre des points si on veut se maintenir. Quand on tourne cette vidéo, les autres équipes concurrentes à l'AS Saint-Etienne ont joué. On a notamment Nantes qui a créé la surprise en s'imposant contre Lens. Et puis après, heureusement, que ce soit Montpellier ou Le Havre, ces deux équipes se sont inclinées. On va y revenir dans quelques instants. On va débriefer donc cette rencontre entre Saint-Etienne et Angers et puis parler de l'avenir du club. Donc on se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Voilà, ce match entre Saint-Etienne et Angers s'est terminé sur le score de 3 buts partout. Les Stéphanois ont été menés rapidement au score, 1-0 puis 2-0 avant de revenir et renverser ce match. On a cru à un exploit des Verts comme ça s'était passé il y a déjà 3 ans. Je crois que c'est la dernière fois qu'on avait renversé un match, c'était contre Clermont. Le stade Geoffroy Guichard était à huis clos. Mais malheureusement, un penalty à la fin de la rencontre a tout changé et Angers est revenu au score. Conclusion, Saint-Etienne ne prend qu'un point durant cette rencontre, ce qui n'est pas du tout pour nous plaire, hein, nous supporters des Verts, et bien évidemment pour le club aussi, parce que ce n'est pas bon, on n'avance pas, on a 19 points actuellement au classement. Déjà, première question pour toi Mathis, quel est ton avis sur la prestation de Saint-Etienne durant ce match? Bah on va pas se mentir, hein, les 35 premières minutes on a été pourris, hein, du Saint-Étienne, comme on en a vu beaucoup trop souvent d'ailleurs cette saison. Vraiment des passes à l'adversaire, des passes latérales, aucune dangerosité, enfin vraiment moi je vous dis honnêtement au 2-0 je me suis dit bah c'est bon, ça c'est un match, on va s'en prendre 4, on va pas arriver à marquer ou on va mettre un but en fin de match comme contre Marseille et ça sera fini. Ouais, du coup il y a eu ce corner obtenu par N'Guessan, enfin par N'Guessan. C'est ça, oui. Ouais, il a mis la pression un peu sur l'adversaire. Donc et savoir que je l'ai dit aux personnes qui étaient à côté de moi. Alors, Cardona sur corner, je l'ai vu, il était placé vraiment juste derrière le gardien, il s'est un peu fait oublier. Et j'ai dit, regardez l'appel au premier poteau. Et franchement, c'est un peu ça spécial, mais c'est un déplacement qui est tellement intelligent, ce déplacement au premier poteau. Il est bien servi par Tardieu, il est tout seul, il décroise sa tête, but, et ça relance le match. Donc voilà, là, on s'est mis à tous à y croire. Le COP Sud a d'ailleurs pas mal poussé. Nord aussi, d'ailleurs, je pense, mais voilà, moi, j'étais dans le COP Sud, donc voilà. Et après, voilà, il y a eu cette frappe de Bouchoirie aussi, juste après, qui vient nous. Ah! Voilà, on n'a jamais de chance, quoi. C'est ça, C'est toujours un peu ouais. la même chose. Mais voilà. Donc après, la deuxième mi-temps, bah, on a largement dominé Angers, hein, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions, qui n'ont pas été très dangereux sur l'ensemble du match. Il y a eu une situation un peu dangereuse où l'Arsenal arrive à la sortir. Mais voilà, on a été beaucoup plus incisif, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus précis. Ça jouait vraiment beaucoup mieux. Et puis, je sais pas, c'est un peu magique, mais vu qu'on était en confiance, eh ben, cette fois, c'était nous qui étions sur les seconds ballons, alors qu'en première mi-temps, à chaque fois qu'il y avait un deuxième ballon à négocier, ça retombait toujours dans les pieds d'un Angevin. Et je trouve que c'est quelque chose qui dénote un peu de notre manque de confiance aussi qu'on a pu avoir en première mi-temps. Et voilà, après, évidemment, le déroulement, le scénario, il est hyper cruel pour nous parce qu'on arrive de revenir de 2-0 à 3-2 et on se prend ce troisième but. Ma foi, un peu. Bah, après, moi, je trouve un peu honteux de siffler penalty là-dessus, mais je pense qu'on y reviendra. Mais voilà, donc niveau de l'intensité et je vais dire des intentions mises par les joueurs, je suis pas forcément déçu. C'est les limites techniques et certainement tactiques des joueurs qui font que bah, on n'arrive pas à gagner ce match et qu'on concède un penalty bête au tout début du match.
et qu'après on se prend un deuxième but en étant, je sais pas où étaient les défenseurs, ils étaient super loin en marquage. Voilà, c'est des erreurs défensives. De toute façon, on le sait, hein, on est nul en défense. C'est pris je sais pas combien de buts, 53 je crois, 53, je sais ouais. plus. Ouais, 53 buts. Ah, voilà quoi, c'est pour ça qu'on perd nos matchs et c'est dommage. Mais au niveau des ingrédients, on peut pas en vouloir à l'équipe quoi aujourd'hui. Hmm. Ok, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ta vision du match. Et puis depuis le COP, c'est aussi intéressant de voir les choses. Et justement, avant que j'oublie, je voudrais revenir quand même sur l'ambiance parce qu'elle semblait très bonne, en tout cas, même avant le match, depuis la télé et tout. Toi qui étais au sein du COP Sud, qu'est-ce que tu en as pensé même à 2-0, j'ai l'impression que ça chantait encore. Ouais, bah comme toujours dans les COP, hein, ça chantait encore. Après voilà, il y a toujours des fois où j'ai été en COP où voilà l'ambiance elle s'éteint un petit peu et des fois moi le premier je chante pas tout le temps 90 minutes. Quand le match il est pourri, voilà, ça coupe un peu l'envie, c'est pas très bien parce que normalement on est là pour chanter, mais voilà, alors que là bah, ça continue un petit peu à chanter parce que 2-0 en vrai à la 20e minute le match il est pas du tout fini et puis le but a redonné beaucoup d'espoir à tout le public stéphanois, donc après ça a chanté jusqu'à la fin. Je pense que sur 90 minutes au final c'était l'une des meilleures ambiances qu'il y a eu depuis le début de la saison. À Lens, c'était contre Lens, ça c'était pas mal aussi. Il y avait que 1-0 jusqu'à la fin du match, Hmm. ça avait pas mal poussé tout le match, donc c'était sympa. Et puis il y a eu gros craquage au début. Mais sinon, ouais, niveau d'ambiance, en Coupe Sud en tout cas, je pense que c'était vraiment un bon match parce qu'on était aussi emballé par le spectacle. Oui, c'est ça. Il y a eu du spectacle, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Et tu parlais tout à l'heure qu'on était catastrophique sur le plan défensif. On a aussi du mal hein, sur le plan offensif parce que on est quasiment la pire défense du championnat. Hein. Heureusement qu'il y a Montpellier qui nous aide et qui en a encore encaissé 2 contre Nice cet après-midi. Et puis sur le plan offensif, on est une équipe qui est aussi en difficulté, même si on en a mis 3 contre Angers. Justement, je voulais avoir ton avis, toi, sur ces deux aspects-là. Quels sont pour toi les enseignements à tirer à la fois sur le plan défensif et puis sur le plan offensif de cette rencontre? Est-ce que tu as vu des signes encourageants? Défensivement, j'ai vu aucun signe encourageant, franchement, ça fait peur. Mais ça, on le sait depuis le début de la saison, pas quasiment direct, hein, que en défense, le comptiez pas, quoi. Il n'y a rien de spécialement encourageant. Voilà, ils ont raté leur match. Masson défensivement, c'est pas bon. Petro, c'est limite. Nadé, Nadé, ça va, mais ça dépend des matchs aussi. Et Batumitsika, voilà, moi je pensais vraiment qu'il allait avoir le niveau Ligue 1 et en fait, c'est un peu limite aussi. Donc forcément, toute la défense est limite. La défense n'est pas en confiance. Donc il n'y a rien à tirer, je pense, de ce match en défense. C'est exactement le même scénario qu'à chaque fois. Donc il n'y a pas d'enseignement particulier à tirer. Par contre, en attaque, moi, j'ai jamais trouvé l'attaque aussi dégueulasse dans le sens où, ouais, certes, on se crée pas beaucoup d'occasions, mais en même temps, nos attaquants, franchement, ils ont pas beaucoup de ballons, quoi. Enfin, ils ont pas en tout cas de bons ballons à exploiter. Donc, quand on n'a pas de bon ballon, de toute façon, les attaquants, ils peuvent pas faire Hmm. grand-chose. Moi, pour moi, le problème vient plutôt déjà de la défense qui perd trop souvent le ballon facilement, et ensuite du milieu de terrain qui n'arrive pas à donner des assez bons ballons à nos attaquants. Euh, Moi, l'attaque de Saint-Étienne m'a jamais trop dérangé. Je pense que c'est une attaque qui a quand même un peu du potentiel. C'est pas une attaque faramineuse de la Ligue 1, mais bon, ça va quoi. Et voilà, ça vient surtout du milieu de terrain. Mais je trouve quand même l'enseignement principal du match, c'est bah voilà, Cardona quoi. Hmm. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi il a pas démarré les matchs, je sais pas pourquoi on s'en est passé. C'est le seul attaquant de Saint-Étienne qui déjà est rapide, parce que Stassin et David au final, ça va, ils courent, mais ils sont pas rapides. Cardona, il est rapide, et c'est le seul qui a un sens de l'appel qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, à partir de là, ça rend aussi les passes plus faciles parce qu'il y a des bons appels. Donc, c'est l'enseignement principal que j'ai envie de tirer, c'est bah, Cardona titulaire, quoi. C'est vrai, et justement, ouais, je voulais en parler un peu de Cardona parce que je trouve que ça change aussi pas mal de choses. Hein. C'est 2 buts là contre ce samedi contre Angers. C'était une passe décisive au Vélodrome de rien en rentrant à la mi-temps. Toi qui as assisté
je pense quasiment à tous les matchs depuis le début de la saison à Geoffroy Guichard. Tu as pu donc bien observer les joueurs sur le terrain. Est-ce que tu sens quelque chose de différent justement dans cette attaque avec la présence de Cardona? Est-ce que, je sais pas, tu le vois parler avec les autres joueurs, que ça change aussi la façon de se placer de certains? Est-ce que tu revois des automatismes qui se refont entre certains? Même si, bon, c'est des joueurs qui n'étaient pas forcément là en attaque quand il était là, Cardona. Mais est-ce que tu sens véritablement un apport vis-à-vis du collectif? Euh, Vis-à-vis du collectif, on voit pas trop Cardona parler. J'ai pas plus fait attention que ça. Il me semble pas qu'il y ait plus de communication que ça avec Stassin. Mais là où Cardona fait du bien, et je trouve que c'est dommage, ce qui se passe des fois avec David Ashvili ou N'Guessan d'ailleurs en première mi-temps, c'est qu'ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapprochés les uns des autres. Il n'y a pas vraiment d'ailier. Et Cardona, c'est quelqu'un qui a cette faculté de pouvoir être ailier quand il faut être ailier, mais de rentrer dans le cœur du jeu quand il faut rentrer dans le cœur du jeu. C'est voilà, c'est un truc, je pense qu'il a dû travailler, mais qui est un peu inné chez lui et qui fait qu'il arrive à faire des différences plus que ses partenaires. Après, niveau communication, j'ai pas vu plus de choses que ça. Voilà, après, à noter, moi, ce que j'ai vu du stade que personne a relevé, c'est sur le but, le 3-2, je crois, Cardona qui marque sur la place de David Ashvili. Il y a Cardona et David Ashvili qui font un hug, quoi, un câlin. Et je pense que ça, c'est à noter parce qu'on avait lu aussi sur certains Ouais, médias que exact. David Ashvili et Cardona, c'était euh, peut-être à juste titre, parce que David Ashvili, bon, jusque-là, les efforts étaient pas trop là. Mais je note qu'il a quand même fait beaucoup d'efforts sur cette deuxième mi-temps, notamment sur les replis défensifs, et ça m'a fait plaisir. Mais voilà, donc au final, je pense que le groupe, s'il reprend de la confiance, peut aussi bien vivre. Je pense que Cardona, c'est un bon élément pour un groupe. Ouais, je pense que c'est un bon élément. C'est quelqu'un qui a l'air de vraiment aimer le club, qui a tout fait pour revenir aussi. Et puis on a la sensation, je sais pas, que Cardona il fait pour jouer à Saint-Etienne. On a l'impression que malheureusement pour lui, un peu partout il ira, ça ne se passera pas bien. C'était le cas à Augsbourg, c'était le cas à l'Espagnol Barcelone. À chaque fois, et quand il arrive à Saint-Etienne, il semble retrouver des couleurs. Et une nouvelle fois contre Angers d'ailleurs. C'était là qu'il avait inscrit son premier doublé la saison dernière. Et là, il a inscrit son premier doublé sous le maillot vert aussi contre Angers. Donc c'est une histoire qui est assez belle pour Cardona. Et puis David Ashvili, c'est vrai qu'il a débuté sur le banc. Ça, c'était un vrai enseignement de la composition du 11 de départ d'Eric Orneland parce qu'il était tout le temps titulaire. Et c'est vrai qu'il a fait une bonne entrée en jeu. Et les deux joueurs, j'ai pas fait gaffe à la fin, mais sur la célébration qu'ils sont mis ensemble, c'est une belle image parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui s'étaient dites dans les médias. Et Cardona s'est exprimé en plus en fin de match et il a fait un peu taire tout ça parce que ça l'avait un petit peu dérangé, tout ce qui s'était lu. J'imagine qu'il y a des choses qui se sont dites aussi dans le vestiaire, hein, ça se passait mal. Donc il fallait quand même se parler, c'était très important. Mais après, des fois, on a tendance à amplifier ce qui se dit dans les vestiaires. Et ce qui se dit dans les vestiaires doit rester aussi dans le vestiaire. Et des fois, c'est important de se parler. Et j'espère que ça va être un déclic, en tout cas, pour cette attaque de Saint-Etienne. Pour revenir rapidement donc sur le scénario, on a encaissé les deux premiers buts du match et après on est revenu. Est-ce que pour toi c'est positif dans le sens où mentalement on a eu la capacité de revenir, ça montre que cette équipe a du mental, ou au contraire ça montre que cette équipe n'a pas de mental parce que elle savait que c'était un match important et puis elle se met en difficulté en encaissant deux buts au bout de même pas 20 minutes de jeu. Donc c'est un petit peu paradoxal ce qui s'est passé. On encaisse deux buts alors qu'il fallait mener au score donc, et puis ne pas encaisser de buts comme ça. Et puis à la fois on arrive à revenir. Cette équipe elle a eu un petit peu deux périodes on va dire. Ah ouais, complètement, complètement. Bah, ouais, t'as tout résumé, hein. C'est honteux qu'on commence le match comme on l'a commencé, qu'on prenne un penalty débile, qu'on prenne un deuxième but où on est absent en défense. À Angers, c'est 4 tirs, 3, enfin, c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, donc ça, au bout d'un moment, ça veut tout dire aussi. Ils ont eu des occasions qu'ils n'auraient pas dû avoir. Et après, bah, par contre, la force mentale des joueurs pour revenir, ça m'a fait plaisir parce que à 2-0 à la 20e, dans la situation dans laquelle on était avant, à ce moment-là, enfin voilà, on venait de perdre 3 matchs avant. Enfin, ils auraient très bien pu craquer. Donc j'ai aimé le fait qu'ils craquent pas. Franchement, c'est super cool. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai dit que j'en voulais pas aux joueurs, parce que franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils se donnent pour l'équipe, qui font avec leurs armes. Et voilà, c'est des limites après techniques et un effectif qui est pas assez étoffé, qui fait que bah, on en est là. Mais sincèrement,
pour faire la comparaison avec l'équipe avec laquelle on descend euh, en 2022, Ouais. ouais, 2022, un trou de mémoire. Je pense que l'effectif en 2022 était un effectif bien meilleur que actuellement. C'était un effectif qui n'était pas du tout calibré pour une descente, avec quand même des Kazri, des Bouanga, des Ouais. Boudbouz. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des bons joueurs, quoi. Et voilà, c'était ces joueurs-là parfois qui arrivaient, qui abandonnaient, qui se battaient pas jusqu'au bout. C'était ce qu'on leur reprochait. Là, on peut pas reprocher, je pense, à beaucoup de joueurs de ne pas y mettre assez d'intensité. Donc voilà, c'est rageant qu'on ait commencé comme ça. C'est positif qu'on ait pu revenir, mais le plus dommage en vrai, c'est qu'on n'ait pas su tenir le score en fin de match. Voilà. Parce qu'on n'a jamais été confronté à ces situations, donc on ne sait pas les gérer et voilà, on fait des erreurs. On fait des erreurs, ouais, des erreurs, et puis des pénaltys concédés, 12e, 13e, on est l'équipe en Europe qui concède Ouais. le plus de pénaltys. Certes, certains peuvent paraître litigieux, tu avais abordé rapidement l'arbitrage tout à l'heure, et on sait que ça fait beaucoup parler l'arbitrage, hein, notamment Marseille qui en parle énormément, mais bon, c'est une autre histoire de ce côté-là. Mais là, voilà, il y a eu ce penalty provoqué par Maxime Bernauer, qui à mon sens est aussi très très sévère, parce que je trouve que c'est le joueur danger, on connaît, on sait qu'il a l'habitude de faire ce genre de geste-là, qui va sur Bernauer. Après, voilà, c'est pris assez rapidement la décision, et c'est clairement le tournant du match, parce que ça fait aussi quand même 2 points de perdus pour Saint-Etienne. S'il n'y a pas ce penalty à ce moment-là, on s'impose. Mais depuis qu'Eric Orneland est arrivé sur le banc stéphanois, il n'y a qu'une seule victoire, c'était contre Reims tout début janvier. Depuis, ça fait 7 matchs consécutifs qu'on n'arrive pas à gagner. On est même sur 4 défaites, 3 matchs nuls. Est-ce que tu sens que c'est les limites du projet Orneland, ou bon, bah, c'est dans la lignée de ce qui se passe, parce que tu as parlé tout à l'heure d'un effectif stéphanois qui est peu expérimenté, et c'était le cas aussi, c'était pas le cas pardon en 2022. Et là, que ce soit sous Olivier Dalloglio ou sous Eric Orneland, on sent cette équipe stéphanoise vraiment dans la difficulté, qui prend but sur but et qui a du mal à renverser les matchs, même si c'était quasiment le cas ce samedi soir. Ouais, non, mais c'est dans la lignée, hein. Avec Odo, on prend 8-0 à Nice, on prend 4-0 contre Brest, on prend 4-2 contre Angers. Enfin, voilà, c'est l'entraîneur, il change pas l'équipe. Moi, ce que je trouve, c'est qu'avec Orneland, je vois pas vraiment de limite parce qu'il y a quand même du mieux. Par exemple, je pense que les matchs à Nantes, à Auxerre, bon, Nantes, ça vient vraiment d'un exploit individuel, donc c'est encore différent, mais à Auxerre, je pense qu'on perd. Contre Angers, avec Orneland, on revient parce qu'à mon avis, il y a aussi sa personnalité qui fait qu'il remotive un peu les troupes à la mi-temps. Non, donc pour moi, c'est pas les limites du projet, c'est vraiment l'effectif qui n'est pas au niveau. Là, on peut en vouloir qu'à Kilmer pour ce mercato pourri qu'ils nous ont fait en, en janvier, quoi. C'est ça qui est honteux. Mm. Et puis justement, tu me fais une transition parfaite, parce que voilà, je voulais passer un peu sur les décisions qui ont été prises depuis le rachat de Kilmer Sport. Donc en juin 2024, hein, ça fait 8 mois, 9 mois, 8 mois. Que penses-tu justement, toi, de la gestion du club depuis son rachat? On nous annonçait qu'il voilà, fallait prendre son temps, que ça allait se faire petit à petit. On nous a quand même bien redit que dans 3, 4, 5 ans, Saint-Etienne allait jouer les premiers rôles en Ligue 1. Hein. C'est des choses qui ont été dites. Et puis même Eric Orneland a insisté là-dessus, que c'était normal, qu'on se prenait... que c'était normal. Que voilà, ça pouvait arriver, on se prenait des pilules là, mais c'est sûr qu'après ça ira mieux. Hein. Il y avait le mot vraiment, c'est sûr que ça ira mieux. Toi, pour l'instant, les décisions qui ont été prises par Kilmer Sport, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es déçu, ou est-ce que c'est normal pour toi? Et ben la gestion du club dans sa globalité, moi je me fais pas trop de soucis. Niveau financier, tout ça, je pense que ça c'est bien géré. C'est des mecs qui savent s'y prendre, qui s'y connaissent. Autrement, niveau com, tout ça, je pense que c'est aussi bien géré, ça y a pas de souci. Niveau sportif, maintenant, par contre, les décisions qu'ils ont prises, bah, force est de constater qu'au niveau des résultats, on n'y est pas. Après, même si c'est des décisions qui sont pas forcément bonnes et qui ne nous conviennent pas forcément, c'est des décisions qui sont cohérentes avec le projet qui a été annoncé. On savait que Kilmer allait pas forcément miser sur une qualité d'effectif globale, mais vraiment sur des jeunes, on le savait. Et on sait qu'en Ligue 1, un effectif extrêmement jeune, c'est difficile. C'est difficile. Bien que notre 11 de départ soit pas dans les plus jeunes de la Ligue 1, Mm. ça, faut bien le savoir. C'est que la moyenne, je crois, de notre effectif global dans notre 11 titulaire, c'est 25,4 ans, donc c'est un âge plutôt normal. Mais voilà, les joueurs qui sont un peu plus âgés sont pas au niveau, quoi.
les Batumine Sika, je crois qu'il a 29 ans. Enfin voilà, il y a des joueurs comme ça qui font un peu remonter la moyenne et qui n'ont pas forcément le niveau qu'on attend d'eux. Donc des décisions peut-être pas forcément très bonnes, mais des décisions cohérentes avec ce qui a été annoncé, sachant que Kilmer a dit mot pour mot que si on venait à descendre en Ligue 1, c'était pas quelque chose de gravissime. En Ligue 2, pardon, c'était pas quelque chose de gravissime. Donc voilà, après, il fallait pas s'attendre à des trucs de fou, même si évidemment, je suis extrêmement déçu du mercato d'hiver où on se renforce pas là où on doit se renforcer. Ouais, je suis d'accord avec toi par rapport au début de saison de Saint-Etienne, mais ce qui m'agace quand même, c'est qu'il y a des statistiques qui sont historiques. Par exemple, les 53 buts encaissés, c'est énorme. C'est des choses qui ne sont jamais arrivées quasiment dans l'histoire du club. Et puis, il faut pas oublier que cette année, il y a quand même moins de matchs. On va en disputer 34 et le championnat de Ligue 1 avant, c'était 38, même si il n'y a pas si longtemps que ça, 20-25 ans en arrière, c'était 34 aussi. Il y a ce 8-0 notamment contre Nice, cette histoire des 13 pénaltys encaissés. Bref, il y a beaucoup de statistiques qui ne nous mettent pas en valeur et on nous a quand même vendu malgré tout un projet qui est ambitieux, celui de Kilmer Sport. On sait que voilà, il faut être patient, il faut attendre, ça il n'y a pas de souci, je suis patient, mais pour que ce projet il se mette en place, il faut aussi qu'il y ait une progression sur le court terme, sur la saison, pour que l'année prochaine ce soit mieux que cette année. Et là, à l'heure actuelle, tu parlais du mercato qui était raté, et je te rejoins complètement et je pense qu'on te rejoint tous là-dessus. Et ce mercato il est pas encourageant pour la suite et ça montre que cet été il va encore falloir recruter et changer tout l'effectif, reconstruire autre chose et si on est en Ligue 1 par exemple, on va encore se mettre dans une situation délicate, il va falloir qu'il progresse et au final il n'y aurait pas eu véritablement de progression en un an. En tout cas c'est la sensation que j'en ai et c'est pour ça que je suis vraiment déçu. Donc aujourd'hui on peut être déçu sur plusieurs aspects, potentiellement sur les joueurs, potentiellement sur la direction ou sur le coach. Toi, de ton côté, si on prend ces trois directions-là, donc que ce soit la direction, l'entraîneur ou les joueurs, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que il y a quelque chose qui te déçoit le plus parmi ces trois que j'ai cités? Non, pas spécialement, parce que enfin, pas spécialement, si, la direction évidemment, mais au niveau d'Orneland, en tout cas, j'ai pas trop de soucis avec ce coach. Je pense que c'est plutôt un bon coach d'ailleurs. Malgré ce qui lui manque peut-être, c'est parler français. Après, j'espère que si on garde ce coach sur la durée, il pourra apprendre. Après, les joueurs, une fois encore, ils sont limités, mais bon, je peux pas le parcours qu'ils ont sur le terrain. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la communion avec le public à la fin du match. Voilà, même si on fait match nul et qu'on se rejoint dans les dernières minutes, tout le monde vient, tout le monde célèbre avec le public. Le public siffle pas les joueurs, voilà, il y a une certaine communion. Donc voilà, il y a ça un lien qui est retrouvé entre le public de Saint-Etienne et ses joueurs. Et après, évidemment, par contre, la direction, on ne peut être que déçu dans le sens où voilà, les décisions prises, elles sont pas bonnes, le mercato, il est pas bon. Et voilà, c'est comme avec Caiazzo, Gazidis, on le voit jamais, il est jamais au stade. Ça, pour moi, c'est Ouais. problématique. Tu peux pas être propriétaire d'un club et ne jamais te pointer dans ce même club et ne pas venir voir les matchs. Voilà, il y a aussi on me parlait d'arbitrage, il y a aussi toute cette sphère-là que nous, on ne voit pas, mais qui existe, que les présidents ils mettent une certaine pression sur les arbitres, qui demandent des comptes aux arbitres. Et ça, c'est quelque chose qui joue aussi sur la manière dont on nous arbitre. Parce que je pense qu'il y a des décisions litigieuses, elles tournent dans 95% des cas en défaveur de Saint-Etienne, alors que franchement, avec d'autres clubs, ça serait vraiment l'inverse. S'il y avait peut-être une pression qui serait installée ou quoi. Donc voilà, je trouve ça dommage que aucune personnalité du club ait poussé un coup de gueule contre l'arbitrage, si ce n'est à la limite Horneland. Voilà, c'est tout ça qui manque, je trouve, à Saint-Etienne, c'est une présence d'un président, d'un leader, quoi, Mm. d'un chef. Il n'y a pas de chef à Saint-Etienne. La direction, enfin le leadership, il est cassé en je ne sais combien de branches. Tu as Eusfamy, Horneland, euh, mince, comment il s'appelle Rose, Rosenfeld, ouais. voilà, Rosenfeld, j'avais perdu la fin. T'as Horneland, voilà, c'est compliqué de suivre, il n'y a pas de chef. Donc, une entreprise sans chef, un club, c'est une entreprise sans chef, c'est compliqué, c'est complexe. Surtout quand ça commence à aller mal. Il n'y a Oh, personne derrière qui
se raccrocher. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un gros point noir, c'est la non-présence des présidents à Saint-Étienne. Oui, et puis tu peux même rajouter l'autre clan, plus Perrin, Soukas, Rustem de l'autre Ouais, côté. Donc en fait, bien sûr, ouais. c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment il dirigeait le club. En tout cas, Ouais, nous, voilà. en tant que supporters, et ça, c'est peut-être déjà quelque chose de problématique parce que ça emmène de la tension un peu partout. On comprend pas qui prend véritablement les décisions et on se demande même si en interne, c'est véritablement clair. Et c'est peut-être ça qui peut mettre aussi en difficulté le club. Tu as parlé notamment de Gazidis. C'est vrai qu'on ne voit jamais à Saint-Etienne et ça, c'est aussi un vrai problème. Et justement, je voulais presque conclure cette vidéo en te demandant qu'est-ce que pour toi il faudrait changer sur le court terme, donc pour se maintenir en Ligue 1. Est-ce que la priorité c'est déjà d'avoir un président présent à Saint-Etienne? Parce que ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui fait véritablement la différence. Ouais, bah évidemment, évidemment, la présence d'un président à Saint-Étienne, c'est pour moi la chose à changer dans un premier temps. Après, il y a aussi au niveau de l'effectif des choses à changer, évidemment. Sur le court terme, par exemple, moi j'arrêterais de mettre Nguessan titulaire. Il y a un moment donné, oui, il faut le faire progresser, oui, peut-être qu'il a du potentiel, du talent. C'est un gamin, il a 16 ans, il faut aussi savoir le préserver en quelque sorte de ça. Parce que là, on est en train de lui donner du temps de jeu sur des matchs qui sont hyper importants alors qu'il est encore frêle pour la Ligue 1. Il n'a pas le niveau Ligue 1 aujourd'hui. C'est loin d'être le meilleur élément du groupe. Certes, il faut qu'il progresse, mais c'est pas maintenant qu'il faut le faire progresser en fait. C'est pendant l'intersaison, c'est sur des matchs où on maîtrise déjà notre sujet. C'est sur des matchs comme ça qu'il faut commencer à l'amener parce qu'il est encore super jeune et il n'a pas le niveau Ligue 1. Il est perdu sur le terrain dans ses appels, il gêne limite parfois Mm. les autres attaquants. Donc voilà, c'est aussi savoir faire ça, même si oui, il a certainement un fort potentiel. Savoir aussi faire la part des chances en disant que bah maintenant, non, oui, on veut faire jouer les jeunes, mais la priorité, c'est pas de faire jouer les jeunes quand tu es en train de descendre. La priorité, c'est de faire jouer ta meilleure équipe pour essayer de gagner, en fait. C'est juste ça. Mais c'est peut-être ça Après, justement j'ai le bien problème, aimé. c'est qu'il la cherche sa Ouais, meilleure équipe. ouais, oui, il la cherche, mais après, c'est pas compliqué je pense, aux yeux de tous, de savoir que voilà, David Ajili est plus fort qu'Enguessan, Boaké est plus fort qu'Enguessan. Après, voilà, j'ai bien aimé, c'est sûrement du management, mais sa punition, entre grands guillemets, envers David Ajvili, qui vraiment avait l'air d'avoir abandonné, il faisait pas les efforts défensifs, et puis il a fait une bonne rentrée, donc j'espère que voilà, ça l'a un peu piqué. Donc ça, j'ai bien aimé, par contre. Mais voilà, après, au niveau du milieu de terrain, il a changé Tardieu Mouton. Bon, voilà, ça, c'est des choix qui peuvent se comprendre aussi. Mais voilà, moi, à sa place, je remettrais pas Nguessan titulaire sur les derniers matchs, parce que la fin de saison, elle est trop importante. Ouais, la fin de saison, elle est trop importante. Il va falloir faire des choix qui devront être faits rapidement parce que mine de rien, dans 2 mois et demi, le championnat est fini et ça pourrait aller très vite. Il reste 11 rencontres, 33 points potentiels à prendre pour Saint-Etienne. Ce n'est pas énorme, on compte aujourd'hui 19 points. Peut-être que pour être barragiste, ça va jouer à une trentaine de points environ. Il y a des matchs peut-être plus importants que d'autres qui arrivent, même s'ils sont tous importants. Hein. On a vu encore Auxerre capable de rivaliser, plus que rivaliser contre Marseille en s'imposant 3-0 à domicile. Donc certaines équipes sont capables de prendre des points contre ce style d'équipe, ce qui ne semble pas être le cas de Saint-Etienne. Je vais juste énumérer rapidement le calendrier de la fin de la saison. On affronte Nice à domicile. Hein. Il y a quand même un petit air de revanche quand même. On a envie que les Stéphanois fassent, entre guillemets, un petit peu oublier ce qui s'est passé il y a quelques mois, même si c'est pas possible d'oublier ça, mais bref, Le Havre, Montpellier, 2 déplacements donc chez des concurrents directs au maintien, et ensuite un enchaînement d'équipes très difficiles, PSG, Lens, Brest, le derby contre Lyon, Strasbourg, Monaco, Reims, Toulouse, des affiches donc qui vont être très compliquées, et puis Reims-Toulouse, ça pourrait déjà être joué à ce moment-là, hein. Donc il y a 3 matchs qui arrivent là, avec ce match à domicile contre Nice, Le Havre et Montpellier. Est-ce que pour toi, ça peut déjà être le véritable tournant de la saison? Parce que mine de rien, cette saison, elle va se terminer dans pas si longtemps que ça. Ah ben évidemment, c'est clair, c'est le tournant de la saison. Pour moi d'ailleurs, le tournant de la saison, il était déjà sur ce match contre Angers. Je pense que si on avait gagné, on arrivait face du coup à cette partie du calendrier qui est hyper importante sur le prochain mois, avec notamment Le Havre et Montpellier, on arrivait avec un peu plus de confiance. Ça aurait pu faire la différence, donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas gagné. Après, j'espère qu'ils sauront faire abstraction du fait que bon, on aurait pu gagner, parce qu'il y a quand même tout n'est pas à jeter, notamment au niveau offensif. Et,
Voilà, c'est clair que pour moi, on ne prend pas au moins 4 points sur Le Havre-Montpellier, ça va être compliqué. Pour moi, il faut prendre 12 points pour être barragiste. Si on n'en prend pas au moins 4 sur Montpellier-Le Havre, voilà, et ça veut dire qu'après 4, il faut aller chercher 8 points. 8 points, à la limite, tu peux en prendre contre Reims, tu peux aller peut-être, et encore c'est à l'extérieur, donc aller en chercher à Strasbourg et en prendre à domicile lors de la dernière journée ou l'avant-dernière journée face à Toulouse. Autrement, tes matchs à domicile, mais même si on joue à domicile, voilà, il faudra arriver à chercher 4-5 points à domicile. Mais quand tu joues du Paris, quand tu joues, je ne sais même plus ce qu'il y a à domicile, Lyon. Lyon-Brest, voilà, Brest. Nice, Paris, Brest, Lyon, Monaco, Toulouse. Voilà. Et sur ça, il y a Toulouse qui est prenable à la limite. Les autres, ça relèverait d'un très bon résultat si on fait match nul ou qu'on gagne. Donc voilà, à domicile, ça va être chaud de prendre des points, sachant qu'on n'arrive pas à prendre des points à l'extérieur, qu'on est nul à l'extérieur. Moi, franchement, je suis inquiet. Je suis inquiet sur cette fin de saison. Il va falloir qu'on se bouge vite pour arriver à aller prendre des points à Le Havre et Montpellier. Si on perd contre Le Havre et qu'on perd contre Montpellier, mais j'ai envie de dire, si on perd sur un des deux, pour moi, ça va être très très compromis. Déjà, être barragiste, pour moi, c'est à peu près le seul truc qu'on peut viser. Sauf si Reims continue sa dégringolade et qu'on arrive à les battre, tout ça, on ne sait jamais. Mais franchement, je ne nous vois pas nous maintenir directement. Comptablement, ça me semble extrêmement compliqué. Oui, et puis on parle de barragiste depuis tout à l'heure. On ne parle même pas de se maintenir directement. Donc pour barragiste, on est encore loin d'être maintenu. Il va falloir battre une équipe de Ligue 2, ce qui est loin d'être fait. Et aujourd'hui, par exemple, là, l'équipe qui est devant nous, c'est Reims. Bon, Reims, c'est une équipe qui n'avance plus non plus, qui est en grande difficulté depuis plusieurs mois et qui compte 22 points. Mais par exemple, le résultat de Nantes ne nous a pas aidé parce qu'aujourd'hui, cette équipe de Nantes compte 24 points et est déjà à 5 points de Saint-Etienne. Et quand on n'avance pas, qu'on n'a que 19 points depuis le début de la saison, 5 points, c'est très très long à potentiellement remonter. Donc on s'imagine que c'est une équipe qui pourrait être loin de Saint-Etienne. Et c'est vrai que ce match de Angers, il était aussi très important, ça on le savait. Et là, cette équipe d'Angers, aujourd'hui, elle est 12e, elle compte 27 points, soit 8 points de plus que nous. Et puis, je parle pas de la différence de but, ils sont à moins 8, nous on est à moins 30. Donc, ça fait encore un point de plus pour eux. Et cette différence de but, elle pourrait véritablement compter à la fin de la saison. Donc, en tout cas, ces matchs qui arrivent, je pense aussi qu'ils seront très importants pour Saint-Etienne parce qu'après, malheureusement, que ce soit contre Paris, Lens, Brest, Lyon, Strasbourg, Monaco, j'ai peur que ça va être très compliqué quand même de prendre des points, même comme tu l'as rappelé, s'il y a des matchs à domicile, mais que ce soit à domicile ou à l'extérieur, battre ce genre d'équipe, ce n'est jamais facile. Et puis malheureusement, Saint-Etienne a tendance à jamais nous surprendre dans le bon sens contre ces équipes-là, même si, bon, on a réussi à battre Lille cette saison, on va essayer d'être content avec ça, mais après, sinon, contre les autres équipes, on était toujours très très loin d'aller chercher un résultat. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Si c'est pas le cas, on pourra conclure cette vidéo. Ouais, je voulais juste dire aussi qu'on a vraiment la dynamique d'un club qui descend. On se prend des branlées sur branlées tous les week-ends. La LFP contre nous, elle nous a coupé, je crois, 4 matchs pour l'instant à domicile au niveau des COP. Des matchs super importants. Voilà, le match contre Nantes avec des COP, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais peut-être qu'on peut gagner. L'arbitrage, franchement, toutes les décisions, elles sont contre nous dès que c'est litigieux. Donc, on a vraiment tous les facteurs qui regroupent, qui convergent vers une descente. Donc, c'est ça qui me fait peur aussi. Et la fin de notre calendrier, elle est complexe aussi. Donc, franchement, ça fait pas plaisir. Et après, j'avais juste une petite question à côté. Moi, nous, du stade, franchement, le penalty, il est gentil en deuxième. Le deuxième, j'ai entendu dire que toi aussi, tu trouvais du coup qu'il était assez sévère. Mais après, est-ce que vous avez eu un peu plus d'images que nous au niveau de l'échauffourée qu'il y avait eu un petit peu en fin de match, parce qu'on n'a pas trop compris au vu du stade? Ouais, assez rapidement après, on a eu quelques images. Ça s'est un peu tendu entre le coach d'Angers, donc Alexandre Dujeu, et Eric Orneland à la fin du match, quand ils sont allés, entre guillemets, se serrer la main, mais c'était un peu plus que se serrer la main du coup. Bon, il n'y a pas eu de geste véritablement d'échanger. Puis après, il y a l'adjoint d'Angers qui est arrivé, qui a un peu repoussé Orneland, et
je sais même pas d'ailleurs, je pense que c'est lui qui prend le carton rouge. Je suis pas sûr, mais après ça s'est un petit peu tendu. Il y a les joueurs qui sont arrivés. Et puis c'est reparti un peu une deuxième fois en bagarre. Là, on n'a pas eu trop d'images et ils ont pas trop décrypté ce qui s'est passé après. Mais ça s'est un peu tendu entre les joueurs et ça s'est même tendu au niveau du COP Nord aussi parce que il y a les joueurs d'Angers qui étaient allés saluer. Qui étaient saluer leur parquage et puis après, je crois que c'est d'après ce qui a été dit sur DAZN, il y a eu quelques petit jet de projectiles en tribune Henri Point, il me semble. Et après, bon, il y a un peu Abdelli qui a chambré le COP Nord. Et puis, bon, c'est un petit peu parti en cacahuète à la fin. Voilà, c'est aussi le scénario du match. Mais après, il n'y a pas eu beaucoup plus de détails. Et je t'avoue que j'ai pas trop creusé par rapport à ce qui s'est passé. Mais visiblement, il n'y a eu qu'un carton rouge de distribué pour l'adjoint d'Alexandre Dujeu, je crois. Après, voilà. Après, Angers, sur le match, il joue bien le coup, mais franchement, c'était un match vraiment moi qui m'a agacé. L'attitude des Angevins, elle était agaçante. Entre le gardien qui gagne du temps à la 25e minute, Eric, je sais plus comment il s'appelle, même pas, j'ai dit Eric Roy, mais leur coach, Alexandre Dujeu, Petro sur la touche et qui fait croire qu'il a pas fait exprès. C'est bon, on a tous vu le mec qui fait exprès de pas lui la donner. Et entre les joueurs d'Angers qui viennent chambrer devant les copes. Ouais, voilà, le chambrage, ça fait partie du foot, mais c'est un peu agaçant. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'était un petit peu agaçant à ce moment-là avec le chambrage qu'il y a eu, et puis surtout le chambrage qui a été provoqué par les Angevins qui traînaient très très longtemps au sol, notamment en première mi-temps, Fofana aussi, qui a mis très longtemps à dégager. Là, à ce moment-là, l'arbitre aurait peut-être aussi dû sévir un petit peu, et puis sortir des cartons, ça aurait peut-être un petit peu changé la physionomie du match, ce qui n'a pas été le cas. Mais 0 carton pour Angers, 0 carton jaune, franchement, c'est une honte. Déjà, 19 fautes, prendre 0 carton jaune, je comprends pas comment c'est possible. Voilà. Et puis, des gains de temps, des fautes d'anti-jeu, franchement, non, aucun joueur angevin prenne un carton jaune. Ouais, pareil, ça, c'est au bout d'un moment, c'est pas normal. Nous, voilà, le penalty qu'il y a en début de match, en vrai, je comprends. Pour moi, il y a péno, il y a une faute bête, tu me dis mais lui mettre une double sanction, penalty plus carton jaune pour une petite faute comme ça, franchement, c'est un peu sévère aussi de sortir le jaune à ce moment-là. Par contre, les Angevins, ils pouvaient faire autant de foot qu'ils voulaient. Ils rentraient dans Bouchoirie, comme à chaque match. D'ailleurs, Bouchoirie se prend plein de taquets. Contre, j'ai jamais faute, quoi. Ouais, malheureusement, pour en faire un débat pendant longtemps sur ces derniers matchs avec des décisions, des cartons rouges, des pénaltys qui ont été sifflés contre nous, mais il va falloir faire avec, malheureusement, peut-être jusqu'à la fin de la saison, et puis se battre, réagir, monter au créneau, comme tu l'as dit aussi, parce que si nos dirigeants étaient là, peut-être que ça changerait aussi la donne, mais tout le monde se tait, personne ne dit rien, il faut laisser les choses se faire comme ça. Il reste 11 matchs, il va falloir prendre peut-être autant de points qu'il reste de matchs, peut-être même un petit peu plus pour réussir à ne serait-ce être que barragiste. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de la saison. Je te remercie Mathis pour tes interventions, c'était très intéressant de pouvoir débattre avec toi. Ouais, merci beaucoup pour tes interventions et comme tu dis, on sera toujours derrière les Verts et puis on y croit, il reste certes 11 matchs et puis surtout, moi je vois que les joueurs ils donnent. Donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie que cette volonté, elle va payer. Voilà. Bien sûr, donc allez les Verts. Exactement, allez les Verts, on y croit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.